Commençons par les Américains, parce qu'ils ont débarqué avec quelque chose qu'aucune armée au monde n'avait jamais standardisé auparavant, un fusil semi-automatique entre les mains de chaque soldat, sans exception. Un Garand. Le général George Patton l'a appelé le meilleur outil de combat jamais conçu. Il n'exagérait pas. Le un Garand était un fusil semi-automatique à gaz, chambré en .30-06 Springfield. Il contenait 8 cartouches dans une lame chargeur en bloc, et voilà ce qui le rendait mortel. Un soldat américain entraîné pouvait tirer les 8 cartouches sans jamais retirer sa main de la crosse, sans manœuvrer la culasse, sans perdre sa visée sur l'homme qui cherchait à le tuer. Son adversaire allemand devait faire les 3. Il existe une histoire célèbre sur le ping métallique du Garand, le son que produisait la lame chargeur vide en s'éjectant après le dernier coup. La légende veut que les soldats allemands attendaient en ce son avant de se lancer à l'attaque. Alors, les vétérans américains commencèrent à porter des lames chargeurs vides de rechange dans leurs poches. Ils en lançaient une contre un rocher, attendaient que l'Allemand se lève et lui mettaient les 3 cartouches suivantes dans le corps, 8 cartouches par chargeur, 5 400 000 exemplaires produits, 85 $ pièce. Le un Garand, c'était la puissance industrielle américaine traduite directement en puissance de feu de l'infanterie. M1 carbine, /M1A, un carbine. Tout le monde qui prenait d'assaut la Normandie n'était pas un fantassin de première ligne. Les radiotélégraphistes, les sapeurs, les servants de mortier, les chauffeurs, eux aussi avaient dit besoin de quelque chose. Le un carbine était ce quelque chose. Pesant à peine plus de 2,5 kg, ils chambrirent la cartouche intermédiaire .30 carbine et s'alimentaient depuis un chargeur détachable de 15 coups. Compact, maniable, facile à transporter. Plus de 6 millions furent construits. Par IBM, par Underwood Typewriter, par Rockola, le fabricant de jukebox. Voilà à quoi ressemblait la mobilisation industrielle américaine. Pour les parachutistes de la 82e et de la 101e Airborne, la vraie arme était la variante M1A1, le même fusil, mais avec une crosse différente. Un design en fil métallique pliant qui s'écrasait à plat contre le corps, permettant de l'attacher au harnais de saut, de franchir la porte à basse altitude et d'atterrir armé. Il n'était pas aussi puissant que le Garand. Inutile que ce le soit. Il devait se trouver entre les mains d'un radiotélégraphiste défendant sa position à 3 heures du matin. Et il y était. M1903 Springfield. En 1944, le Springfield était déjà vétéran d'une guerre mondiale. Le M1903 à verrou continua de servir en Normandie pour 2 raisons. Premièrement, la production du Garand n'avait pas encore entièrement remplacé tous les Springfield dans la chaîne d'approvisionnement. Deuxièmement, dans sa configuration de tireur d'élite M1903 A4, rien du côté américain ne pouvait rivaliser avec lui pour le travail de précision. La variante A4 fut entièrement dépouillée de ses hausses et guidons et on y monta une lunette Weaver 330 à un grossissement de 2,5 fois sur un support commercial Redfield Junior, simple, robuste, efficace. Les critiques pointèrent du doigt le faible grossissement comme un vrai désavantage dans le pays des bocages denses où les cibles camouflées dans la végétation épaisse étaient difficiles à isoler. Non, ils avaient raison. Mais c'était ce que les tireurs d'élite américains avaient, et des tireurs habiles s'en accommodèrent tout au long du long été dans le bocage. Johnson M 1941, en voilà un que la plupart des gens oublient. Conçu par Melvin Johnson et adopté par absolument personne dans la chaîne militaire standard, le M 1941 était un fusil semi-automatique à recul court avec un magasin rotatif de 10 coups qui pouvait être rechargé avec des chargeurs à lame, même avec une cartouche déjà chambrée. Il perdit le contrat de l'armée face au Garand, il ne fut jamais officiellement distribué. Et pourtant, il trouva ses utilisateurs les plus dévoués au sein de la première force de service spécial, l'unité commando américano-canadienne surnommée la Brigade du Diable. Il l'adorait. Ce qui importait vraiment, c'était la variante mitrailleuse légère Johnson. Magasin latéral de 20 coups, canon à changement rapide, nettement plus léger que le bar standard. Les soldats l'appelaient le Johnny Gun. Et ils le portèrent à travers les montagnes d'Italie jusqu'au débarquement en Provence en août 1944. Les étuis à chargeur n'existaient pas, ils improvisèrent, les opérateurs spéciaux font toujours ainsi. De l'autre côté, sur Gold, Juno et Sword, les Britanniques, les Canadiens et leurs alliés du Commonwealth apportèrent une réponse fondamentalement différente au même problème. Aucun semi-automatique, mais ne confondez pas ça avec une faiblesse. Lee Enfield, numéro 4 Mark I. Le Lee Enfield tuait les ennemis de l'Empire britannique depuis 1895. En 1944, il avait évolué jusqu'au numéro 4 Mark I et il était magnifique. Chambré en point, 303 British, il portait 10 cartouches dans un chargeur détachable.
le double de ce que contenait le car 98K. L'action à verroulis était différente du Moser. Elle armait le percuteur à la fermeture plutôt qu'à l'ouverture, ce qui réduisait considérablement l'effort nécessaire pour la manœuvrer. Course de culasse courte, poignée ergonomique. Bien, un soldat du Commonwealth entraîné pouvait placer 15 coups précis en 60 secondes. On appelait ça la Mad Minute, la minute folle. Les soldats allemands qui n'y avaient jamais été confrontés étaient parfois convaincus d'affronter des armes automatiques. Le numéro 4 n'était pas spectaculaire. Il n'était pas révolutionnaire. Ce qu'il était, c'était absolument fiable, universellement reconnu et alimenté par des lignes d'approvisionnement qui ne tarirent jamais. De la plage de Juno le jour J jusqu'à la fermeture de la poche de falaise, il fut l'épine dorsale de chaque section d'infanterie britannique et canadienne en Normandie. Lee Enfield, numéro 4, T, tireur d'élite. Prenez le numéro 4, Mark I. Sélectionnez les spécimens les plus précis sur la ligne de production. Envoyez-les chez Holland et Holland, les légendaires armuriers londoniens, et faites-les équiper à la main d'une joue en bois surélevé et d'une lunette télescopique numéro 32 à un grossissement de 3,5 fois. Emballez l'ensemble dans une caisse de transport en bois avec une lunette d'observation et une sangle en cuir. Remettez-le à un tireur d'élite entraîné, c'était le numéro 4, T. Il surpassait le dispositif américain en grossissement et en complétude du kit. La lunette numéro 32 avait été conçue à l'origine pour une utilisation sur les chenillettes Bren, ce qui signifiait qu'elle était construite pour survivre à ce qui détruirait une optique moins robuste. Dans le bocage, où un tireur d'élite pouvait attendre des heures sans bouger dans une haie avant qu'un seul tir ne se présente, cette solidité n'était pas un détail mineur, c'était tout. De Lisle, commando carbine 130. C'est le nombre total de carabines de Lisle jamais fabriquées. Et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, ce qui est précisément le but. Conçu en 1943 par l'ingénieur du ministère de l'Air, William de Lisle, la carabine mariant l'action d'un short magazine Lee Enfield à la cartouche de pistolet américaine .45 ACP. Le 45 ACP est né naturellement subsonique. Il ne franchit jamais le mur du son, ce qui signifie qu'il ne produit aucun claquement supersonique lors du tir. Un immense silencieux intégral enveloppait le court canon de 18 cm dans des chicanes, absorbant jusqu'au bruit mécanique du coup. Le résultat fut le fusil militaire le plus silencieux produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Palide, silencieux, muet. Le genre de silence où la seule chose qu'une sentinelle proche pourrait entendre, c'est un corps s'effondrant sur le sol. Les 17 premiers exemplaires de série partirent directement pour des raids commando sur les côtes normandes avant le jour J. Un commandant américain d'équipe Jedburgh documenta plus tard avoir utilisé un de Lisle pour tuer silencieusement 2 officiers allemands supérieurs derrière les lignes en France. 130 fusils, un nombre inconnu de tués silencieux et un héritage fantôme. De l'autre côté des haies, le fantassin allemand en Normandie portait une histoire bien plus compliquée. La Wehrmacht n'était pas une force unique et uniforme. C'était une armée en couches, stratifiée, et ses armes reflétaient cette stratification de manière complète. Carabinaire 98K, le car 98K était le cœur de l'infanterie allemande. Chaque soldat le connaissait. La plupart des vétérans allemands l'aimaient, chambré en 7,92 x 57 mm Moser à verrou, 5 cartouches, chargement par lame. L'action Moser était l'une des plus robustes jamais conçues, précise, fiable, mécaniquement presque parfaite. Le tir de précision allemand avec le car 98 à longue distance était véritablement redouté. Le problème n'était pas le fusil, c'était la doctrine. Le groupe de combat allemand était entièrement organisé autour de la mitrailleuse MG42. Une arme capable de tirer 1200 coups par minute, si vite qu'elle sonnait comme du tissu qu'on déchire plutôt que des coups individuels. Dans la doctrine allemande, la MG42 produisait les pertes. Les fusiliers armés de KAR-98K existaient pour porter des bandes de munitions supplémentaires, protéger les flancs de la mitrailleuse et neutraliser des cibles précises. Quand cette MG42 tombait en panne, quand elle était détruite, quand le servant était tué, quand le groupe tombait dans une embuscade avant de pouvoir se mettre en position. Les fusiliers à verrou se retrouvèrent soudain seuls. Face à des soldats américains avec des M, un garant. Ça ne se passait pas bien. Jevers 41. Le haut commandement allemand voyait ce qui se profilait sur le front de l'Est. Une infanterie soviétique armée du SBT-40 semi-automatique et savait qu'une réponse s'imposait. Le Gewehr 41 était cette réponse, la mauvaise. Les premières directives allemandes d'armement exigeaient qu'aucun orifice de gaz ne soit percé dans le canon. Alors, le G41 utilisait un mécanisme complexe de piège à gaz à la bouche pour manœuvrer l'action. Il était déséquilibré vers l'avant, difficile à nettoyer et il s'enraçait.
Dans la boue du front de l'Est, il s'enraçait constamment. Les soldats le détestaient. Il représentait néanmoins quelque chose d'important. L'armée allemande avait compris le problème. Elle n'avait pas encore trouvé la solution. Gewehr 43/carabiné 43. Alors ils se tournèrent vers leurs ennemis pour trouver la réponse. Des ingénieurs examinèrent des fusils semi-automatiques soviétiques SVT-40 capturés, rétroconçus en le piston à gaz à course courte, et construisirent le Gewehr 43. Même cartouche 7,92 x 57 mm que le CAR 98K, chargeur détachable de 10 coups, et usiné directement dans la boîte de culasse, un rail latéral conçu dès le départ pour recevoir une lunette télescopique. Le G43 était vraiment bon, précis, fiable, capable à la fois comme fusil de bataille et comme plateforme de tireur d'élite associée à l'optique ZF4. Le problème, l'industrie allemande ne pouvait pas les fabriquer assez vite. Alors au lieu de remplacer le CAR 98K, le G43 se diffusa au compte-gouttes. Un ou deux par groupe. Il en est confié à un tireur désigné pour ajouter une capacité de feu semi-automatique à longue portée sans bouleverser toute la chaîne d'approvisionnement. C'était le bon fusil, introduit trop tard et en quantité bien trop insuffisante pour changer l'issue de la campagne. Pendant que le fantassin allemand ordinaire traversait la Normandie avec un verrou, quelque chose d'extraordinaire se passait dans les formations d'élite. Deux armes apparurent à l'été 1944 qui ne changèrent pas seulement la bataille, elles changèrent les 70 années suivantes de la guerre d'infanterie. Pendant que le fantassin allemand ordinaire traversait la Normandie avec un verrou, quelque chose d'extraordinaire se passait dans les formations d'élite. Deux armes apparurent à l'été 1944 qui ne changèrent pas seulement la bataille, elles changèrent dans les 70 années suivantes de la guerre d'infanterie. Fallschirmjägergewehr 42, FG 42. Après la bataille de Crète, en 1941, l'armée allemande fut confrontée à une vérité inconfortable sur ses parachutistes. Les parachutes des Fallschirmjäger de cette époque ne se pilotaient pas et ne permettaient pas de transporter des charges lourdes. Les soldats devaient sauter armés seulement de pistolets et de grenades. Leurs fusils et mitrailleuses étaient largués séparément dans des conteneurs non guidés. En Crète, les défenseurs alliés massacrèrent les parachutistes sur les zones de saut avant qu'ils puissent atteindre leur conteneur d'armes. La réponse fut le FG-42, une seule arme pour remplacer toutes les autres. À gaz, verrou rotatif, chambré en 7,92 x 57 mm, Mauser pleine puissance. En semi-automatique, il tirait avec un verrou fermé pour la précision, comme un fusil. Basculé en automatique et il tirait avec un verrou ouvert pour empêcher la cuisson des cartouches, comme une mitrailleuse. Un magasin latéral de 20 coups. Cadence de tir allant jusqu'à 900 coups par minute. Environ 7000 exemplaires seulement furent jamais produits. Mais des éléments du 6e régiment Fallschirmjäger les portèrent jusqu'à Carentan en juin 1944, où ils tinrent la ville contre les assauts répétés de la 101e Airborne américaine. Et au contre des parachutistes, armés principalement de carabines et de ce qu'ils avaient réussi à garder lors d'un saut de nuit, ces FG-42 étaient des dévastateurs. Elle était trop coûteuse pour une production de masse, trop avancée pour les usines qui existaient, mais en tant que pièce d'ingénierie, elle n'a jamais été oubliée. Sturmgewehr 44, ST G44/M P43/MP 44. Voici celle qui changea tout. La création de Hugo Schmeisser débuta sa vie déguisée en pistolet mitrailleur, parce que Adolf Hitler s'opposait à l'adoption d'un nouveau calibre de munitions et avait bloqué le programme. On l'appela donc Maschinenpistole 43, le MP 43. Un mensonge dans le nom. Le concept n'était pas un mensonge. Les analystes allemands avaient fait le calcul. La grande majorité des combats d'infanterie se déroulaient à moins de 300 mètres. Les cartouches de fusil pleine puissance étaient excessives à ces distances et donnaient un recul trop important pour un tir automatique contrôlé. Les munitions de pistolet mitrailleur n'étaient efficaces qu'en deçà de 100 mètres. L'espace entre les deux, c'était là que les soldats se battaient vraiment, et personne ne l'avait comblé. Quand le STG-44 le combla. La cartouche intermédiaire 7,92 x 33 mm Kurz, courte, efficace en semi-automatique jusqu'à 600 mètres, contrôlable en automatique au corps à corps, chargeur courbe de 30 coups. À gaz, construction en acier embouti, 500 à 600 coups par minute. En Normandie, les quantités étaient limitées. L'arme alla d'abord aux formations d'élite, les premières SS, 2e SS et 17e SS Panzer Division, concentrées dans des Sturmzüge dédiés, des pelotons d'assaut où jusqu'à 70% de l'infanterie en était équipée.
Lors des contre-attaques allemandes dans le bocage, ces pelotons fonctionnaient comme rien à quoi les soldats alliés n'avaient jamais été confrontés. La guerre se termina avant que la production puisse prendre de l'ampleur. Mais chaque fusil d'assaut construit depuis lors, l'AK-47, le M16, les fusils que portent les soldats aujourd'hui, existent grâce à ce qui fut prouvé dans les haies de Normandie à l'été 1944. Le bocage était le rêve d'un tireur d'élite. Des routes encaissées étroites, des talus de terre élevés surmontés de haies anciennes de 4 à 5 mètres de haut, des champs compartimentés qui canalisaient les mouvements dans des couloirs de mort. Chaque armée adapta ses fusils standards pour le travail de précision. Les résultats n'étaient pas égaux. M1903 A4 Springfield, États-Unis. Les Américains avaient une lacune dans leur programme de tireurs d'élite en 1944 et ils le savaient. Le NEM 1903 A4 était le bouche-trou. Un M1903 A3 modifié avec les organes de visée ouverts supprimés et un support Redfield Junior acceptant la Weaver 330, une lunette de chasse commerciale, à un grossissement de 2,5 fois. L'armée n'avait pas la capacité de production optique pour fabriquer des lunettes militaires à grande échelle, alors elle se tourna vers le marché civil. À 2,5 fois de grossissement dans le feuillage dense du bocage, repérer une cible camouflée était un vrai défi. Les vétérans le disaient ouvertement. Les tireurs d'élite américains s'en accommodèrent par l'art du camouflage et la patience. Mais le fusil était en retard par rapport à ses homologues des deux côtés de la ligne. Lee Enfield, numéro 4, T, Commonwealth. L'approche britannique était plus réfléchie. Action numéro 4 sélectionnée, modification de Holland et Holland, joue surélevé, lunette numéro 32 à 3,5 fois. Plus robuste, grossissement plus élevé, et remise avec un kit complet incluant une lunette d'observation dans une caisse de transport dédiée. C'était un meilleur système que celui des Américains. Les Britanniques affinèrent leur doctrine de tireurs d'élite depuis les tranchées de la Première Guerre mondiale. En Normandie, ça se voyait. Carabiné 98K avec ZF-39 Zielvier, Allemagne. L'optique allemande était, sans contestation possible, la meilleure du monde, Zeiss. Hensoldt, Kalles, des noms qui représentèrent du verre de précision fabriqué selon des standards qu'aucune ligne de production de guerre ne pouvait égaler. Le ZF-39 Zielvier, signifiant viseur 4, pour son grossissement de 4 fois, se montait sur le car 98EK via une variété complexe de systèmes à tourelles et à griffes. Les corrections de dérive étaient effectuées physiquement à travers le montage. La correction de hausse était gérée par un compensateur de chute de balle avancé, calibré pour la munition 7,92 mm. Il surclassait l'optique alliée. En Normandie, les tireurs d'élite allemands utilisant ce dispositif comptaient parmi les combattants individuels les plus mortels du champ de bataille. Carabiné 98K avec ZF-41, Allemagne. Tous les Allemands avec une lunette n'étaient pas des tireurs d'élite attitrés. Le ZF-41 en était la preuve. Une petite optique à grand recul oculaire de 1,5 fois fixée sur la hausse d'un car 98 que standard, conçu pour des tireurs désignés engageant des cibles précises à moyenne portée, comme les meurtrières de blocos ou les positions d'équipage de véhicules. Simple, discret, rapide à acquérir. Mais en Normandie, avec une demande de tireurs d'élite dépassant largement le personnel formé et l'optique de qualité disponible, la combinaison ZF-41 fut fréquemment employée dans des rôles de tireurs d'élite pour lesquels elle n'avait jamais été conçue. Le grossissement était ridiculement insuffisant pour un vrai travail de sniper. L'armée allemande la distribua quand même, parce que la guerre sur deux fronts dévorait les ressources plus vite qu'elles ne pouvaient être remplacées. Gewehr 43 avec ZF-4, Allemagne. La plateforme de tireurs d'élite allemande la plus moderne en Normandie associait le G43 au viseur ZF4, une optique compacte et robuste à 4 fois qui glissait directement sur le rail latéral usiné intégré à la boîte de culasse. Ce qui le distinguait de tous les autres fusils de précision de cette liste était simple, les tirs de rattrapage. Un tireur d'élite à verrou qui ratait sa cible, ou qui touchait une cible qui ne tombait pas, devait manœuvrer manuellement et reprendre sa visée. Le tireur d'élite équipé du G43 n'en avait pas besoin. Cet intervalle entre les tirs, dans un échange de coups de feu, c'est la différence entre un ennemi neutralisé et un tireur adverse localisant votre position. Trop peu furent distribués, trop tard dans la campagne. Mais dans les unités qui en disposaient, ils étaient prisés par-dessus presque tout le reste. C'est là que l'histoire prend un tour sombre.
Les divisions allemandes d'élite contre-attaquant à l'intérieur des terres étaient armées d'armes nationales, de chaînes d'approvisionnement allemandes, de munitions allemandes. Les hommes qui absorbèrent réellement le premier choc de l'assaut amphibie, les divisions d'infanterie statique tenant le mur de l'Atlantique, n'étaient pas ces hommes-là. La 709e, la 716, la 352. C'étaient des divisions armées de tout ce que l'Allemagne avait réussi à collecter en 6 ans de conquête à travers tout un continent. Le Heereswaffenamt, le bureau des armes de l'armée, attribua à chaque arme capturée un numéro de catalogue et une lettre entre parenthèses indiquant son origine. Le système était méticuleux. La réalité derrière lui était le chaos. Masse modèle 36/Gewehr 242F, France. Le fusil non allemand le plus répandu sur le mur de l'Atlantique venait de France elle-même. Le MES 36 était une conception à verrou solide, chambrée en 7,5 x 54 mm French, avec un canon court et l'une des caractéristiques les plus distinctives de la guerre. Une baïonnette aiguille de 43 cm, stockée en sens inverse sous le canon dans un tube interne déployable sans démontage. L'Allemagne le désigna Gewehr 242F et le distribua largement. Tant que les réserves de munitions des dépôts français occupés tinrent, il fonctionna. Quand les bombardiers alliés coupèrent le réseau ferroviaire dans les semaines précédant et suivant le jour J, ces lignes d'approvisionnement s'effondrèrent. Les bunkers armés de fusils 242 F épuisèrent leurs munitions 7,5 mm French pendant que des caisses de 7,92 mm Mauser restaient inutilisées dans le secteur voisin. Mosin-Nagant, Nahem 91-30, Gewehr 254R, Union soviétique. Pour combler les manques en effectifs dans les divisions de garnison côtière, le commandement allemand intégra des Ostbataillone, des unités composées de volontaires d'Europe de l'Est, de conscrits et d'anciens prisonniers de guerre soviétiques, des Géorgiens, des Turkmènes, des Cosaques, des hommes qui avaient choisi un uniforme allemand plutôt que la mort par famine dans un camp de prisonniers. Ils portaient mot des armes soviétiques ont capturé le Mosin Nagant M91/30, un long fusil à verrou robuste en 7,62 x 54 mm hier, suffisamment fiable lorsqu'entretenu. Les rapports d'après-action du renseignement allié sur les unités Ost qui se rendaient décrivaient des armes à peine utilisables, rouillées, usées, négligées. Les chaînes d'approvisionnement censées les entretenir avaient depuis longtemps abandonné. Tchèque Pushka Vzen 24/Gewehr 24T, Tchécoslovaquie. Toutes les Beutewaffen n'étaient pas des problèmes. Le tchèque VZ-24 était un cadeau. L'armée tchécoslovaque avait construit son fusil de service autour de l'action Mauser, la même que le Kar 90 Ruika, et l'avait chambré dans la même munition 7,92 x 57 mm. Quand l'Allemagne absorba la Tchécoslovaquie et mit l'usine de Brno sous production d'occupation, elle obtint une arme qui s'intégra parfaitement dans les chaînes d'approvisionnement allemandes. Même munition. Même action familière pour les soldats formés en Allemagne, plus de 330 000 produits sous l'occupation. Dans un système se noyant dans des calibres incompatibles, le VZ-24 était une rare victoire pour la logistique allemande. Tchèque Pushka Vzadia Trisdesmit, Trislipsvitra, Gewehr, Trisdesmit. Trislipsvitra, Chetrdesmit, T, Tchécoslovaquie, le frère cadet du Vézexélé, Divdesmit. Chetri, une version carabine compacte de l'action Mauser, dans le même calibre, 7 comat Devini Divi millimétrie. Sa longueur réduite le rendait vraiment utile pour des rôles spécialisés. Troupes de montagne, équipage de véhicules, sapeurs travaillant en espace confiné. Environ 131 000 furent produits sous l'occupation. Parmi les unités qui en disposaient, il était prisé. Parmi les formations spécialisées allemandes en Normandie, il apparut plus souvent que les archives officielles ne le reconnaissent généralement. Carcano Fucilmod 38/Gewehr 209, Italie. Après la capitulation de l'Italie en 1943, les forces allemandes saisirent les stocks militaires italiens dans tout le territoire occupé. Cela incluait un grand nombre de Carcano Mod 38, un fusil à verrou de type Mannlicher en 6,5 x 52 mm Carcano, 6,5 mm, pas 7,92, pas 7,5, pas 7,62, un calibre entièrement distinct, non partagé avec aucune autre arme de la chaîne d'approvisionnement allemande. L'intendant allemand responsable d'armer une division statique en Normandie pouvait se trouver à approvisionner simultanément du 7,92 mm, Mauser pour les servants de KAR 98K,
du 7,5 mm French pour les soldats de garnison avec les 242F, du 7,62 mm russe pour les Ostbataillon et maintenant du 6,5 mm Carcano pour ceux qui s'étaient retrouvés avec les fusils italiens. Et quand les bombardements commencèrent et que les routes se fermèrent et que les trains s'arrêtèrent, chacune de ces chaînes d'approvisionnement se rompit séparément. Et chaque rupture laissa davantage d'hommes avec des fusils qu'ils ne pouvaient plus alimenter. Voilà comment un mur de l'Atlantique tombe. Lebel modèle 1886/Gevaert 301 F. France, le Lebel fut conçu en 1886. 1886. Il tirait depuis un magasin tubulaire chargé avec la cartouche 8 x 50 mm R. Lebel, un projectile à bourrelet qu'aucune autre arme de l'arsenal allemand n'utilisait. En 1944, les munitions étaient difficiles à trouver, difficiles à acheminer et presque impossibles à réapprovisionner via une chaîne logistique déjà en train de s'effondrer sous l'interdiction aérienne alliée. Les défenseurs du mur de l'Atlantique portèrent cette arme. Certains d'entre eux la chargeaient face à des soldats armés de fusils semi-automatiques qui combattaient depuis des péniches de débarquement ayant traversé la Manche. Elle fonctionnait de la même façon qu'une massue fonctionne quand une massue est tout ce qu'on a.